Vous allez écouter dans un instant la romancière Kauter Adimi, autrice notamment de livres remarqués comme Les Petits de décembre en 2019 ou Nos richesses en 2017, prix Renaudot des lycéens. Elle était invitée à présenter vendredi 28 octobre 2022 à la librairie Ombre Blanche son dernier roman, intitulé Au vent mauvais, et paru aux éditions du Seuil. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, donc, on démarre sur les chapeaux de roue cette rencontre avec Kauter Adimi, plus particulièrement dédiée à son dernier livre, dernier roman, Au vent mauvais. Mais avant, quelques mots de présentation. Elle est née à Alger, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 4 ans. Ensuite, sa famille s'est établie pour un temps à Grenoble, durant quelques années. C'est durant cette période que vous avez découvert le plaisir de la lecture, et je lus avec votre père, qui vous a amené à la bibliothèque municipale. Ensuite, retour en Alger, nous sommes en 94. Hélas, on est dans la décennie noire, Alger est sous l'emprise du terrorisme. Et donc, n'ayant que peu d'opportunités de lire, vous commencez à écrire vos propres histoires. Et à l'université d'Alger, où vous avez étudié, vous voyez, et ça nous tient particulièrement à cœur ici, forcément, n'est-ce pas, mon cher Alain? Vous voyez une affiche de l'Institut français qui organise un concours de jeunes écrivains à Muret. Je ne précise pas notre Garonne ici. La nouvelle que vous soumettez retient l'attention du jury, qui l'a publiée dans un recueil contenant les nouvelles des lauréats. Et grâce à ce concours, donc, vous êtes invité à Muret, à Toulouse, puis à Paris. Vous rencontrez les éditions Barzac. Vous avez été édité. Vous êtes diplômé en lettres modernes et c'est plus curieux, en management et ressources humaines. 2009, vous écrivez votre premier roman, L'envers des autres. Même année, vous quittez à nouveau Alger pour vous installer à Paris. Suivront Des pierres dans ma poche. Alors, Le Seuil, Barzac. Nos richesses, en 2017. Les Petits de décembre, plus diverses nouvelles. Vous avez été aussi pensionnaire à la Villa Médicis à Rome, où vous avez travaillé votre 5e roman, celui dont on va parler, Au vent mauvais. Vous avez également co-signé avec Rachid Bouchareb le scénario du film Nos frangins, plus un podcast. Là, je suis curieux, c'est quoi ce podcast, le Pan Rose? Ah, vous n'avez pas d'enfants, pas de petits? C'est Oli de France Inter. Si, j'ai des enfants, mais pas des petits, non. Ouais, parce que les parents connaissent Oli, c'est sur France Inter, et c'est un podcast qui propose à des écrivains plutôt de littérature générale adulte d'écrire une histoire pour enfants. Donc, Le Pan Rose est un conte musical à écouter sur France Inter. Très bien. J'allais dire, je vous fais grâce de tous les prix, mais je vais en citer quand même quelques-uns. Prix littéraire de la vocation, prix du roman de la Fondation France-Algérie, prix du FELIF, Festival international de littérature et du livre de jeunesse d'Alger, prix du jeune écrivain de langue française. Alors à ce sujet, vous avez été primé 2 fois, non ? On a le droit d'être primé 2 fois. Ah, mais voilà, on se posait la question avec Alain. On a le droit d'être primé. Oui, non, mais bien sûr. Moi, autant de fois qu'on le souhaite, tant qu'on n'est pas publié par ailleurs, et tant qu'on a moins de 30 ans, Alain. C'est ça. 25 ans maintenant. Merci. Ah, bon, c'est rajeuni. Ouais. Mais, et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en venant tout à l'heure de l'aéroport, prenant la route là, avec le taxi, j'ai été prise d'une grande émotion parce que quand j'ai eu le prix de jeune écrivain en 2006, alors j'y avais postulé par goût de l'écriture, mais aussi par goût de la lecture, parce que ce que proposait le prix de jeune écrivain, c'était effectivement, si vous étiez lauréat, vous étiez invité à Muret, à Toulouse, vous rencontriez des écrivains, vous aviez une marraine ou un parrain. Moi, je suis restée très proche de ma marraine, Christine Goémé. Enfin, on continue de se voir. Elle nous a même prêté son appartement pour le tournage du film de Rachid Bouchareb. C'est dire comment on est restés proches. Et donc, il y avait effectivement tout ça. Et si on est jeune écrivain ou aspirant, en tout cas jeune écrivain, c'est déjà extraordinaire que de rencontrer des écrivains, des gens qui prennent le temps avec vous. Il y avait un atelier d'écriture. Enfin, il y avait vraiment tout un accompagnement. Mais si vous n'étiez pas lauréat, c'était pas mal aussi, parce que vous aviez une critique de votre texte et un livre et un recueil de nouvelles. Et je m'étais dit... En fait, on est forcément gagnant, c'est génial. Je vais postuler parce que même si je ne l'ai pas, et c'était des centaines de candidatures, de toute façon, je gagnerai quelque chose, puisque non seulement j'aurai une critique de mon texte,
mais en plus, je recevrai un livre. Alors, j'ai été lauréate en 2016 et je disais, c'est assez émouvant pour moi d'être à Toulouse et de revenir dans cette ville. Parce que quand je reviens en 2006, on est sur la fin de la guerre civile en Algérie. Et moi, ça fait depuis 1994 que je n'ai pas quitté l'Algérie. Donc, ça fait quand même pas mal d'années que je ne suis pas revenue en France. Et ce retour, il est extrêmement important. C'est le premier retour à ce moment-là. Et on vient de rouvrir l'aéroport international d'Alger. Je me souviens que je faisais partie des tout premiers voyageurs. L'Institut français avait appelé 14 fois l'ambassade pour que je puisse avoir un visa. Enfin, il y avait un truc vraiment de fin de guerre. Et du coup, j'arrive à Toulouse après. Et j'avais l'impression que cette ville était une espèce de ville d'un coup de liberté absolue, de ville sans couvre-feu, sans guerre, etc. Et donc oui, je suis très émue d'être à Toulouse et je suis toujours très émue de revenir à Toulouse. Pour ceux qui n'auraient pas lu la nouvelle qui a été primée, vous pourriez nous parler Oh là là, on a toujours un peu de mal à revenir à ces premiers textes. Ouais. Je suis assez contente que ce soit pas très lu d'ailleurs. Ah bon oui. Donnez-nous le thème. Non mais c'est sur le terrorisme. Ouais. Mais qui est d'ailleurs, je crois que j'ai écrit cette nouvelle et après. J'ai plus envie de réécrire sur ce sujet, ou alors vraiment comme Au vent mauvais, c'est-à-dire à la marge, en filigrane. Mais c'était vraiment un texte du moment. Et j'ai énormément appris ensuite dans les ateliers d'écriture. Moi, j'en garde vraiment un souvenir. Alors, les ateliers d'écriture n'ont pas toujours bonne presse en France, contrairement. De plus en plus, j'ai l'impression. Ça va mieux avec le master de création, etc. Mais c'est vrai que, en tout cas, dans les années 2000, et encore aujourd'hui, on a toujours un peu de mal à se dire, tiens, je vais aller apprendre. On dit toujours, on n'apprend pas à écrire, on est écrivain, on ne l'est pas. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on peut, en tout cas, avoir l'œil bienveillant de quelqu'un. Je me souviens, on m'avait dit, tu mets trop d'adverbes. Et tu mets trop d'adverbes qu'on m'a dit à cet atelier d'écriture à Lambèze en 2007. Est toujours présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'écris, je fais toujours attention à mes adverbes, au nombre d'adverbes que j'utilise. Et je trouve que ces ateliers d'écriture permettent quand même de travailler une espèce de gymnastique, d'exercices de gymnastique qui se mettent en place. Et moi, j'en ai retiré beaucoup de choses. Et vous êtes passé de l'autre côté ? Vous dirigez les ateliers d'écriture ? J'en fais parfois, oui, j'en fais quelques-uns. Moi, j'adore ça. Oui, en tout cas, j'avais trouvé que ça m'avait énormément apporté, que toute cette aventure. Je le dis pas parce que Alain est là, mais c'est vrai que ça a énormément. Ça fait plusieurs fois qu'on le cite. Donc, il s'agit d'Alain Absir, qui est président. C'est du jury du prix du jeune écrivain. Mais je le dis toujours parce que ça a été. En fait, je pense que surtout le prix du jeune écrivain m'a permis de me rendre compte d'une chose qui n'était pas si évidente pour moi, en tout cas qui était en Algérie à ce moment-là. Moi, j'avais jamais rencontré d'écrivain avant ce moment-là. Et donc, pour moi, un écrivain, c'était quelqu'un qui était mort, forcément, et qui était un homme, absolument. On lisait beaucoup d'hommes, on voyait beaucoup de photos ou de couvertures avec la photo d'un homme. Donc, les écrivains étaient des hommes et des gens morts. Le prix du jeune écrivain m'a permis de me rendre compte qu'il y avait des femmes et qu'ils étaient vivants. Et puis qu'il y avait des jeunes c'était aussi ça, c'était cette rencontre d'une promotion et des jeunes aspirants écrivains et qui, eux, étaient tout à fait convaincus qu'ils allaient y arriver et qu'ils pouvaient devenir écrivains, ce qui, pour moi, n'était pas une évidence absolue. Je termine avec les prix parce qu'il serait dommage de ne pas citer le prix Renaudot des lycéens, par exemple, pour nos richesses, le prix du style, le prix Beurre FM et Méditerranée, choix Goncourt de l'Italie, etc., etc. Si le dernier, les petits de décembre, au prix du roman Métis, des lycéens, toujours. Parlons de Au vent mauvais. Alors, comme la plupart des lecteurs, je suppose, qui sont passés par l'école, quand j'ai découvert ce livre et ce titre, j'ai pensé immédiatement à Paul Verlaine et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte. Et puis, je me suis dit, en refermant le livre, que Au vent mauvais, qui est une formule qui revient de manière récurrente, Au vent mauvais pouvait être cette formule-là au pluriel. Il y a plusieurs vents mauvais. On pourrait commencer par là. On pourrait commencer par là. Quand j'aime l'idée que mes textes puissent résonner, ou parfois, en tout cas, puissent résonner comme des espèces de diptyques. C'est pas des suites, mais en tout cas, qu'il peut y avoir un lien.
Et quand j'ai écrit Nos richesses, qui est l'histoire du premier éditeur d'Albert Camus, qui a été Edmond Charlot, un grand éditeur du XXe siècle, un homme qui avait choisi la littérature comme boussole, comme idéal de vie, avec plus ou moins de succès par ailleurs. Un homme qui vraiment était un faiseur d'auteurs, un faiseur de livres. Moi, j'avais eu l'impression que d'être vraiment approché le plus possible d'une espèce de magie blanche qu'aurait été la littérature. Et cette histoire au vent mauvais, c'est une histoire à laquelle je pense depuis une quinzaine d'années, on va en parler. C'est une histoire qui est là depuis presque toujours. Au moment où moi-même je commence à écrire, cette histoire est déjà là, elle fait déjà partie de ma vie. Et c'est une histoire qui m'a donc accompagnée très longtemps. Et au moment où j'écris Nos richesses, où je raconte donc cette épopée, cette aventure assez folle d'Edmond Charlot, de cette bande de copains au XXe siècle qui ouvre cette minuscule librairie, maison d'édition, galerie d'art à Alger, qui vont traverser tout le XXe siècle, qui vont publier les plus grands écrivains français pendant la Seconde Guerre mondiale. Je sais qu'il va être temps de raconter Au vent mauvais, qui raconte une autre histoire de la littérature, qui serait peut-être le côté obscur de la force, quoi. Ce serait la magie noire, ce serait ce vent mauvais. Et donc le vent mauvais, c'est cette autre partie de la littérature. C'est aussi Saïd, c'est aussi ce personnage d'écrivain dans le roman. On va les présenter. Donc ce vent mauvais, c'est tout ce qu'il apporte à travers son écriture, mais aussi à travers le roman qu'il publie. C'est aussi le terrorisme. Je aussi, suppose. Bien, mais c'est tous les conflits qui traversent le XXe siècle. Absolument. Et d'ailleurs, on a commencé par le début, par le titre. Et là, vous avez évoqué la fin, parce qu'à la fin, il y a le jeu qui arrive. C'est pas un livre qui est écrit en jeu. Il y a un narrateur, mais voilà, c'est pas moi jeu. Et à la fin, vous surgissez. Effectivement, vous nous confiez que ce livre-là était déjà présent, en fait, ce que vous venez de dire, je vous le fais répéter, mais était déjà là en gestation alors même que vous écriviez Nos richesses. Oui. Pourquoi avoir voulu expliciter ça ? La jeunesse de l'histoire. J'avais l'envie dès le départ de partager cette histoire-là personnelle avec les lecteurs. J'avais fait le choix de le mettre à la fin et pas au début, même si au début, je raconte quand même qu'il y a une photo qui est sur mon bureau et je suis au début du livre. Puis je laisse la place à l'histoire et je reviens à la fin. Mais presque un peu comme si au cinéma, un réalisateur venait présenter son film, laissait ensuite le spectateur regarder son film et revenait à la fin répondre aux questions. Vous l'avez mis dans le corps du roman. Tout à fait. Vous auriez très bien pu faire dans les remerciements ou dans les considérations annexes. Non, j'avais envie d'une présentation et de dire bonne lecture et revenir ensuite répondre à des questions éventuelles. Vous devenez personnage de roman. Je deviens en tout cas narratrice du roman. Non, mais après, il y a aussi quelque chose... J'essaie de me défaire d'un apprentissage universitaire. J'ai fait des études de lettres et je pense que quand on est écrivain, il vaut mieux éviter de faire des études de lettres parce qu'on est extrêmement marqué par ce qu'on nous dit. Et moi, il y a un jeu à l'université, c'est de chercher le jeu de l'écrivain, par ailleurs. Ce qui, moi, n'a jamais été quelque chose qui me plaisait beaucoup. Je crois que la création, c'est des couches et des couches de réécriture et que bien malin celui qui sait exactement ce que l'écrivain met de lui ou ne met pas de lui. Et j'essaye un peu de m'éloigner de cette vision, de cette théorie de la littérature et de penser le roman avec des formes extrêmement différentes. Dans Nos richesses, par exemple, qui était vraiment construit en trois parties successives, qui ne cesse en fait de revenir entre l'aventure d'Edmond Charlot, l'histoire contemporaine de l'Algérie, mais aussi ces espèces de tranches d'histoire très incarnées où j'utilisais le nous, qui a été un long débat avec mes éditeurs qui ne comprenaient pas ce nous en Algérie, tout comme la fin était aussi a généré tout un débat avec mes éditeurs sur cette fin. Oui, cette fin-là. Moi, j'y tiens beaucoup parce que je pense que d'un coup, le roman donne une autre perspective, permet une autre lecture de ce texte-là. Et simplement pour l'expliciter, parce que là non plus, je gâche rien parce que je le dis dès le départ, ce roman est basé sur un autre roman. Quand j'étais étudiante à Alger, j'avais un livre qui était au programme et je commence à le lire et je me dis, c'est marrant, il se passe dans le village de mes grands-parents, qui est un village où il ne s'est jamais rien passé. C'est un ensemble de maisons, il ne s'est jamais rien passé. Et quand je commence à rentrer dans le livre, je me rends compte que l'héroïne du roman a le même prénom que ma grand-mère.
Puis donc, il y a un autre personnage qui a le même prénom que mon grand-père. Bon, voilà, 1 + 1 = 2. Donc, je fais ma petite enquête familiale et je découvre que mes grands-parents ont été, malgré eux, à l'origine d'un livre qui a été écrit par un de leurs meilleurs amis qui les a vampirisés, disent-ils, vraiment aspirés, et qui a décidé de raconter leur histoire, alors une histoire réinventée, qu'il a positionnée à une autre époque, etc. Et ils en ont été extrêmement blessés. Ça a été le grand drame de leur vie. Ils ont quitté le village, ça a été une rupture avec leur meilleur ami. Et moi, ça m'avait énormément... ce qui m'avait énormément frappé, c'est que mes grands-parents ne sont pas du tout des personnages romanesques, comme ça, de prime abord. Mais peut-être on peut être romanesque sans paraître romanesque. Mais ma grand-mère n'était jamais allée à l'école. Elle est née à l'époque de l'indigénat. Mon grand-père n'était pas allé à l'école non plus, donc ma grand-mère ne savait pas lire et écrire, et elle devenait personnage de roman. Je trouvais ça totalement fascinant, parce qu'elle n'a jamais pu lire ce livre, ne savait pas exactement ce qui avait été écrit, et ils avaient vraiment les vies les plus simples du monde. Et donc, je trouvais ça assez extraordinaire, cette espèce de contradiction entre ce qu'ils étaient et ce qu'avait été leur vie extrêmement simple, très éloignée des cercles littéraires et artistiques, plutôt d'un milieu rural, etc. Et à l'inverse, de se retrouver dans un roman qui en plus a eu un succès énorme dans le monde arabe. Juste pour positionner l'écrivain en question, il y a des timbres à son effigie en Algérie. Donc c'est vraiment quelqu'un de très, très important. Le livre a été adapté au cinéma, enfin c'est un livre important. Et donc eux, ça les a ravagés. Et je me suis dit que là se posait quand même une question importante, jusqu'à quel point nous, écrivains, pouvions utiliser la vie des gens, la vie des autres, jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Là, il avait fait le choix qui est assez extrême de garder tous les noms, tous les prénoms, le nom du village, etc. Donc, ils étaient totalement identifiables. Mais c'est une question qui m'a souvent accompagnée, qui a été vraiment toujours là. Et j'ai eu donc envie de raconter cette histoire-là, mais aussi envie de dire ce qu'il en avait été, ce qu'avait été cette histoire pour moi. Parce que c'est vrai, ce que je dis à un moment, ce que j'explique à la fin, c'est... Moi, je me suis vraiment souvent demandé si pour mon grand-père, le fait que je sois devenue écrivaine avait été une espèce de revanche pour lui, ou si au contraire, parce que moi-même, je l'ai vécu, cette espèce de double filiation, mon grand-père et cet homme qui était comme un frère, qui était son frère de lait, qui a été élevé par mon arrière-grand-mère. Parce que j'étais aussi fascinée par cet écrivain, parce que je trouvais que c'était un excellent écrivain, et d'être fascinée par quelqu'un qui avait fait autant de mal à ma famille, c'était quelque chose d'assez difficile à assumer. Et j'ai toujours eu l'impression d'aller d'un grand-père à un autre. Et voilà, et c'était toute cette réflexion et toute cette histoire que j'ai eu envie de raconter. Et on va y pénétrer plus avant à travers ces personnages, mais quand même, je voudrais qu'on prolonge ce que vous êtes en train de dire. C'est quand même très rare qu'un écrivain aborde la nocivité, le mot est pas trop fort, de la littérature. Oui, c'est très rare, et moi, on m'a demandé si la littérature était dangereuse. Enfin, une journaliste m'a posé cette question-là, et ma réponse a été mal prise, enfin mal comprise. Moi, j'ai dit oui, la littérature est dangereuse, mais elle est dangereuse parce qu'elle permet de s'évader, parce qu'elle permet de grandir, parce qu'elle permet de réfléchir. La littérature est dangereuse et elle est crainte dans les dictatures, parce qu'on sait à quel point la littérature peut permettre aux gens de re-questionner les politiques, de challenger l'ordre établi, etc. Maintenant, moi, je suis écrivaine, donc je défendrai toujours la littérature. Mais ce qui est nocif ici, c'est pas tant la littérature que l'usage du réel fait par un écrivain. C'est pas un livre qui blesse Tarak et Layla, ce couple-là. Ce qui les blesse, c'est cet ami qui décide d'utiliser leur vie privée sans leur consentement. Puis moi, ce que j'avais aussi envie de raconter, c'était la violence d'un homme à l'égard d'une femme, la violence d'un homme de pouvoir, d'un homme célébré, d'un grand écrivain, d'un grand artiste, et l'impuissance d'une femme rurale qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui n'est donc pas capable de se défendre, et qui a l'impression et puis qui ne comprend pas comment un livre, c'est-à-dire vraiment un objet, des feuilles, des caractères, etc., peut à ce point bouleverser toute son existence. Mais c'est aussi le pouvoir, c'est aussi, pour moi en tout cas, c'est montrer le pouvoir de la littérature et le pouvoir du livre.
Alors ces trois personnages, présentons-les. Il y a Tarek, il y a Saïd, il y a Leïla. Saïd, c'est l'écrivain. Tarek, c'est un berger. Donc Saïd est celui qui est le plus aisé et le plus intellectualisé, on va dire. Leïla, à laquelle vous faisiez allusion, qui, avant même l'histoire du livre, se fait quand même remarquer. C'est quelqu'un qui a une volonté farouche et qui pour le coup, elle a une dimension romanesque avant même d'être dans le livre. Oui, mais ce qui est important pour elle, parce qu'elle passe le reste de sa vie à essayer de gommer ce premier accro. Elle est mariée. Quel est cet accro ? Leïla est mariée à 15 ans à un ami de son père. On me dit souvent de force. Et c'est même pas de force, c'est que la question se pose même pas à l'époque. Elle est mariée, on lui demande pas son avis. Elle est mariée à un homme plus âgé qu'elle n'aime pas, qu'elle déteste, à vrai dire. Elle tombe enceinte très vite et elle prend la décision assez extrêmement courageuse et assez unique pour l'époque de quitter ce mari avec un enfant. Avec son enfant, elle le quitte, elle décide de se séparer. Alors, milieu rural, village, au début du XXe siècle, c'est très mal pris. Toute la communauté est contre elle. Le village est contre elle. Elle est complètement ostracisée. Plus personne ne lui adresse la parole. Les hommes sont extrêmement violents à son égard. Mais elle fait ce choix et elle s'y tient de ne plus vivre avec son mari et elle garde l'enfant. On arrive à un espèce de consensus dans ce couple-là, mais Leïla obtient ce qu'elle veut, c'est-à-dire le droit de ne plus vivre avec son mari. Elle épousera dans un second temps Tarek. Et la Seconde Guerre mondiale... Sachant que Saïd est aussi amoureux d'elle. Saïd est peut-être, en quelque sorte, un peu amoureux d'elle. C'est pas totalement clair, là, non plus. Mais en tout cas, est tellement séduisante. En tout cas, la Seconde Guerre mondiale sauve en quelque sorte Leïla parce que les hommes sont envoyés au front et le village, d'un coup, devient un village de femmes et d'hommes âgés, mais surtout de femmes. C'est les femmes qui tiennent le village. Puis d'un coup, donc Leïla se sent un peu mieux parce que les regards ne sont plus sur elle. Et le mariage avec Tarek, elle y voit aussi l'occasion d'effacer ce passé-là, d'effacer enfin cette réputation de la Leïla qui a quitté son mari. Elle peut donner un nouveau cadre à son fils et puis elle devient une femme respectable. Ce qu'elle va quand même essayer toute sa vie de conserver comme statut. Et le livre de Saïd vient en quelque sorte la ramener de nouveau à ce statut de personne dont on parle. Ça, elle ne le supporte pas. Vous dites que Leïla incarne l'Algérie de demain. C'est Saïd qui dit ça. Saïd dit ça. Moi, je pense que, en tout cas, c'est une femme extrêmement moderne et trop moderne presque pour son époque. Un autre personnage dit à un moment donné que Leïla est née à la mauvaise époque. C'est une femme très très forte. C'est une femme féministe, à vrai dire. Elle est convaincue de sa capacité à décider pour elle-même. Elle va se mettre tout un village à dos parce qu'elle ne veut plus de ce mariage qu'on lui a imposé. Même le début de son histoire, c'est une petite fille qui saute par la fenêtre pour rejoindre les garçons et aller jouer avec eux. Puis un jour, on met des barreaux à la fenêtre parce qu'on en a marre que la gamine s'enfuit à chaque fois et qu'elle devient trop grande, considère-t-on, pour jouer dehors. Elle va s'atteler à faire en sorte que ses filles, à elle, soient vraiment libres, qu'elles partent étudier toutes seules à Alger. Et puis, à un moment, elle va même elle-même se révolter contre son statut de mère, de femme à la campagne qui attend. Et elle va décider d'apprendre à lire et à écrire. Mais malheureusement, le livre de Saïd vient la dévier de sa trajectoire. Mais oui, pour moi, c'est une femme forte, c'est une femme... Et même si elle redevient un moment, elle reprend un rôle assez classique de mère, etc., quand elle épouse Tarek et ça, j'avais tenu à lui donner la voix. Et Leïla, elle a à un moment donné un chapitre où elle utilise le jeu, où elle raconte sa vérité et elle dit « c'est moi qui décide maintenant. C'est plus toi, c'est plus Tarek, c'est plus Saïd, c'est moi qui décide. Je décide de ce qu'on va faire. » Ça suffit. C'est comme si elle disait, en fait, les hommes ont assez décidé pour moi. Les hommes ont toujours décidé pour Leïla et elle prend à un moment la décision que c'est désormais à elle de décider pour le reste de la famille. Oui, vous dites qu'elle est féministe, mais votre livre, il est féministe de toute façon. Tous mes livres sont féministes, oui, j'espère. J'ouvre les guillemets. Je ne suis qu'une femme et cela a toujours causé mon malheur. Je les referme. C'est ce que dit Leïla, voilà. effectivement. Et bien, mais ce qui est vrai, c'est parce que c'est une femme qu'on la marie de force. On ne marie pas les hommes de force. C'est parce que c'est une femme que Saïd se permet
de faire toute une... Enfin, on ne va pas tout dévoiler, mais quand il revient un moment et il lui parle extrêmement durement, c'est parce que c'est une femme qui se permet de décrire son corps dans le livre. Il ne décrit pas le corps de Tarek, mais il décrit le corps nu de Leïla. C'est parce que c'est une femme que toute la société la violente et tente de restreindre ses libertés. D'où vient Leïla ? Parce que en fait, vous avez fait référence à vos grands-parents en disant qu'ils ont fourni le modèle de ce principe, de l'histoire. Le squelette, voilà. Mais pour autant, la chair, c'est pas eux. Ma grand-mère a eu 3 maris. Ah, quand même. Donc, il y a aussi des échos de il y a des choses de familiales, mais oui, je me suis vraiment inspirée de ma grand-mère pour écrire ce personnage. Ouais. Et quelle relation vous aviez avec elle ? Ma grand-mère est toujours en vie, donc j'ai toujours une bonne relation. Mon grand-père, est décédé il y a peu. De votre. On parlait tout à l'heure de l'écriture, de savoir si vous demandiez si votre grand-père aurait apprécié. Alors, mon grand-père a vu la parution de ce livre, parce qu'il est décédé quelques jours après la parution d'Au vent mauvais. Donc, mes grands-parents, ma grand-mère est vivante et mon grand-père a pu voir ce livre-là. Était plus en état de le lire et ma grand-mère ne lit pas, mais je pense déjà que ce livre, il arrivait au bon moment pour eux. Moi, je voulais pas l'écrire à un moment où ça pouvait être quelque chose de blessant. Il y a 10 ans, c'était pas possible, même si Saïd est mort, l'écrivain est mort dans les années 90, donc ça fait quand même plus de 30 ans. Ça a été une blessure assez importante pour eux et je ne voulais pas rajouter une blessure, je voulais pas commettre le même effet. Donc moi, j'ai fait le choix, par exemple, de changer tous les noms, que ce soit celui de l'écrivain, de mes grands-parents ou du village. Tous les noms ont été transformés. Mais c'était aussi à la fois pour les préserver, mais aussi parce que je voulais pouvoir écrire un roman et pas une histoire familiale, pas une biographie de mes grands-parents. Et changer les noms, mine de rien, permettait une totale liberté de création par derrière. Après, il y a plein de choses que j'ai utilisées. Mon grand-père, par exemple, toute la partie de la Seconde Guerre mondiale venait en quelque sorte de mon grand-père. Quand j'étais petite, mon grand-père, on me disait ton grand-père parle allemand. Et c'est vrai que mon grand-père parlait allemand. Et c'était très incongru au final. Pourquoi est-ce qu'il parlait allemand ? Il vivait en Algérie, il n'est pas allé à l'école. Où a-t-il pu apprendre l'allemand ? Et donc moi, au lycée, j'ai fait de l'allemand. J'ai choisi l'allemand comme langue étrangère parce que j'étais assez proche de mes grands-parents et que j'avais envie d'avoir cette espèce de lien de langue avec lui. Et quand j'ai moi-même appris l'allemand, je me suis rendu compte qu'il ne parlait pas du tout allemand. Il connaissait des ordres en allemand parce qu'il avait été dans des camps de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait servi sous le drapeau français. Et en fait, il s'était retrouvé dans des camps de prisonniers. Et ce qu'il avait appris, c'était des ordres en allemand. Il n'était pas capable d'avoir une conversation en allemand. Et en fait, j'étais extrêmement désappointée. Je pensais que cette langue, en fait, était une espèce de lien qui allait encore se renforcer. Ouais. Et en fait, du coup, j'ai compris que non, pas du tout. Et les mots allemands qu'il disait étaient des mots extrêmement rudes, extrêmement durs. Et il me les disait avec beaucoup d'émotion. Et en fait, c'était simplement une façon de dire sans dire ce qui s'était passé pour lui. Et donc, cette partie-là, par exemple, sur les camps, le fait même qu'il y ait une absence dans le livre, parce que je raconte comment il est emmené en Europe, comment il rejoint l'armée française à ce moment-là, et puis on arrive à 44, et entre ce moment, la guerre n'est pas racontée. Moi, c'était voulu parce que c'est ce que mon grand-père a fait. Ça a été 3 années de silence. Il n'a jamais voulu raconter ce qui s'était exactement passé. Et les seules histoires qu'il a racontées, c'est juste avant. C'est le moment où on l'emmène en France et le moment où il rentre de France fin 44. Mais entre les deux, ce qui s'est réellement passé, tout ce qu'on en sait, c'est ces mots d'allemand, en fait, qui viennent décrypter ou poser des mots sur ces trous et sur ce blanc. Il y a malgré tout un épisode que vous racontez que personnellement je connaissais pas. Je suppose que je suis pas le seul, pas le connaître. Non, c'était. Je vous laisse le raconter. Ça se passe à Versailles. Oui, parce que justement, quand je voulais raconter, moi je voulais que ce soit un roman où la grande histoire ne prenne pas le pas sur la petite histoire, où la grande histoire est toujours vue par les yeux des personnages. Ça ne devait pas être factice, quoi. Et je cherchais une façon de raconter une histoire de la Seconde Guerre mondiale sans que ce soit quelque chose qui a été déjà vu ou déjà raconté. Puis je tenais à cette ellipse aussi parce que je trouvais...
c'était une question de pudeur, mais aussi parce que je trouvais qu'on ne pouvait pas raconter la Seconde Guerre mondiale en 5 pages. Quoi. On ne pouvait pas raconter les atrocités du nazisme en 5 pages, et ce n'était pas le propos du livre. Donc je voulais raconter une histoire qui serait une autre histoire. Et en faisant des recherches, je trouve vraiment un petit article qui parle d'une révolte de soldats indigènes à Versailles en 1944. Et ça me semble assez fou. Donc je commence à chercher partout et je ne trouve aucune autre mention de cet épisode-là. Rien d'autre. Aucun article dans tout l'océan d'Internet. Personne n'a jamais parlé de cette histoire, à part cette espèce de petit texte d'un chercheur qui dit qu'il a trouvé des archives là-dessus. Alors j'essaie de contacter le chercheur, mais malheureusement il était décédé. Donc je demande à avoir accès aux archives de la police et du ministère de l'Intérieur de 1944. C'est assez lourd. Et je vais un matin au département des Yvelines et je passe la journée à fouiller dans les cartons de 44. Et là, c'était extraordinaire parce que j'avais toute la correspondance de la police, de la gendarmerie, de la mairie de Versailles et du ministère de l'Intérieur de septembre à décembre 44. Et donc, je découvre en fait qu'à ce moment-là, en septembre, on a des milliers de soldats africains, nord-africains et Afrique subsaharienne, qui sont parqués en bordure de Paris, parce qu'à Paris, on n'en veut pas, donc on demande aux villes alentours de les prendre. Et donc, ils arrivent par centaines à Versailles. Ils ont fait la guerre, ça fait 3 ans qu'ils sont dans les conflits, dans les camps, etc. Et là, on est sur la fin de la guerre et on arrive début septembre, 800 soldats nord-africains à qui on dit sous une semaine, vous rentrez chez vous. Ça fait 3 ans qu'ils ne sont pas rentrés chez eux, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas vu leur famille, etc. Et puis, ils vivent dans des conditions assez misérables. Ils ont leur bourse est évidemment moins importante que celle des Français. Ils sont très mal vêtus, pas armés ou très peu. Et ils vivent dans une espèce de caserne désaffectée. Il y a un robinet d'eau pour 800 personnes. Tout le monde est malade. Enfin, c'est vraiment terrible. Aussi. Il y a ouais. Tout va mal. Mais les relations sont bonnes entre soldats et commandants. Enfin, on voit quand même que la hiérarchie, la première hiérarchie, les capitaines, etc., sont très présents pour les soldats nord-africains. Ils ont combattu ensemble pendant 3 ans. Donc, il y a des liens d'hommes qui sont très forts. Mais bon, ils arrivent, on leur dit au bout d'une semaine. Et en fait, les mois passent et il n'y a toujours pas de retour prévu. Et donc, on a des milliers de soldats africains à Versailles, des Versaillais qui n'en peuvent plus de ces soldats, qui ne veulent plus les voir, des soldats qui ne veulent pas rester à Versailles, tout va mal. Et donc, tout le monde se tend. Et Versailles commence à prendre une série de décrets. Au début, ils interdisent aux soldats nord-africains de boire de l'alcool parce qu'ils disent qu'ils ne tiennent pas bien l'alcool. Ensuite, ils interdisent aux soldats nord-africains d'aller dans les cafés. Puis, ils interdisent aux soldats nord-africains, ils mettent un nouveau décret qui leur interdit d'aller au cinéma. Donc, petit à petit, ils essayent de restreindre tout le champ des possibles. Un soir, 3 soldats nord-africains boivent un coup avec des soldats américains. Un gendarme passe, les voit et les arrête. Et ça va mettre le feu aux poudres. Donc les soldats nord-africains s'arment, s'habillent, sortent dans la ville de Versailles, attaquent la ville de Versailles, prennent toute la ville de Versailles, on est en décembre 1944 quand même, attaquent la gendarmerie, prennent en otage 3 gendarmes et ils imposent un échange de prisonniers. Et moi j'ai trouvé cette histoire assez incroyable qu'en pleine fin de Seconde Guerre mondiale, la ville de Versailles a été pendant quelques heures le théâtre d'un affrontement assez improbable et puis qu'elle a été assiégée de cette façon-là. Et donc ils font un échange de prisonniers. Et tous les soldats nord-africains sont expulsés. Et là, tout le monde est bien embêté parce qu'en fait, la gendarmerie et l'armée expliquent que en fait, tous les soldats veulent rentrer chez eux et que là, ce qui se dit, c'est qu'il faut faire une mutinerie pour pouvoir rentrer chez eux et que donc, il faut trouver quand même une solution parce que sinon, les Sénégalais vont aussi faire une mutinerie pour être expulsés. Et le ministère de l'Intérieur décide de réagir en ministère de l'Intérieur et donc décide d'une rafle menée, et c'est le mot qu'ils utilisent, rafle. Moi, ça avait extrêmement marqué qu'on utilise ce terme-là en 1944. Donc, le ministère de l'Intérieur décide de faire une rafle dans les cafés où ils savent qu'ils vont trouver des Nord-Africains et d'arrêter des Nord-Africains au pif pour pouvoir ensuite dire à Versailles qu'une action a été menée. Et ils disent ça sert à rien, on ne va pas arrêter des gens qui nous intéressent, mais ça permettra de rehausser le prestige de la France, de la gendarmerie française, pardon, et il ne serait pas inutile de recommencer.
Et j'avais trouvé ça vraiment passionnant comme sujet de recherche. Mais c'est un des charmes de votre livre, c'est-à-dire qu'il ne s'inscrit pas au détriment de l'autre histoire, de la petite histoire, comme vous venez de le dire, mais il s'inscrit dans la grande, avec notamment l'histoire de l'Algérie. On y reviendra, mais je veux réagir à ce que vous disiez sur le fait que Tarek ou votre grand-père, là je ne sais plus comment il faut dire, ne se confiait pas sur la guerre. De manière générale, Tarek est un taiseux. C'est quelqu'un, ironie du sort, fils d'une muette. Pourquoi vous l'avez voulu ainsi ? C'est un homme qui grandit dans le silence, Tarek, et par opposition à Saïd, son ami qui lui devient écrivain, qui est quelqu'un qui manie le verbe. Tarek dit d'ailleurs à un moment, Saïd est le maître du verbe. Et c'est vrai, Saïd, c'est quelqu'un qui parle extrêmement bien, qui lit beaucoup. Son père est imam, donc ça lui donne quand même une position sociale dans le village assez importante. Tarek, il grandit dans le silence. Les mots ne sont pas ses amis. Les mots, il s'en méfie. Il les utilise avec parcimonie. Il fait très attention à ce qu'il dit. Et c'est presque comme presque assez révélateur finalement du drame qui va finir par lui arriver. Ouais. C'est les mots qui vont le blesser. C'est le meilleur ami qui va le blesser à travers ses mots. Mais c'est quelqu'un de raisonnable, Tarek. C'est quelqu'un qui fait toujours ce qu'il faut faire. C'est quelqu'un qui a peur du lendemain, qui est vraiment très précautionneux, parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix. Sa mère meurt assez vite dans le livre, mais elle n'a pas de moyens. La seule richesse de sa mère, finalement, c'est qu'elle avait du lait et qu'elle a pu allaiter Saïd et devenir la nourrice de Saïd. Tarek, même quand il se marie, c'est quelqu'un qui décide de partir, qui est dans l'absence. C'est un couple qui vit dans l'absence, Tarek et Layla. Cette espèce de raison d'être, de raison de faire, moi j'y tenais beaucoup. Et en fait, il a un seul coup de folie, Tarek. C'est quand il décide de partir à Rome. C'est son seul et unique coup de folie. Parlons-en. Dans la villa du cardinal, qui nous donne de belles images. Alors, j'ai vu de belles images mentales. J'ai vu dans les remerciements, ou je ne sais plus si j'ai fait une recherche, c'est la villa Albani. C'est un peu la Villa Albani. En tout cas, la Villa Albani a été un cadre assez exceptionnel pour écrire ce livre. Comment Tarek se retrouve là ? Il va falloir parler de la bataille d'Alger, par exemple. Oui, Tarek, dans les années 70, cherche du travail et va donc à Alger. Et à Alger, il arrive au moment où il y a le grand tournage du film de Pontecorvo, La bataille d'Alger, que je vous invite à voir si vous n'avez pas vu. C'est vraiment un film extraordinaire. La bataille d'Alger, ça a été un grand tournage où il y a eu énormément de travail. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient sur ce tournage. Donc Tarek a embauché comme homme à tout faire, chauffeur, etc. Et donc crée un lien d'amitié avec Pontecorvo. Et quelques années plus tard, alors je ne vais pas tout raconter parce que sinon personne ne lira le livre. Bien évidemment, il faut le lire, le livre. Se retrouve à Rome et se retrouve gardien d'une magnifique villa, donc la villa du cardinal. Absolument. Qui est certes inspirée de la Villa Albani, qui est une villa assez exceptionnelle, mais je ne vais pas trop vous en parler parce que ce n'est pas une villa ouverte au public, donc c'est extrêmement frustrant. Mais j'ai eu la chance de pouvoir y aller. Quand vous étiez à la Villa Médicis ? J'ai rencontré les propriétaires et ils m'ont ouvert les portes. Mais c'est vraiment une fiction, hein, donc je m'en suis beaucoup inspirée, mais voilà. Cette partie romaine dans le livre, moi je l'avais voulu comme un temps suspendu pour Tarek, un espèce un moment d'accalmie, un moment sans bruit, un moment de silence, un moment aussi d'introspection pour Tarek. C'est vrai aussi pour le lecteur. Hein. Et c'est vrai pour le lecteur parce qu'on est quand même dans le XXe siècle, donc il y a la Seconde Guerre mondiale, il y a la guerre d'Algérie, il y a le tournage de la bataille d'Alger qui est un tournage où il se passe beaucoup de choses, il y a un coup d'État au milieu du tournage quand Boumedienne prend le pouvoir. Il y a ensuite la guerre civile et au milieu de ça, il y a Rome. Et Rome, c'est un moment où on peut faire une pause, où Tarek est pour une fois immergé dans la beauté la plus incroyable, puisqu'il est face à des œuvres d'art, à des tableaux de maître. D'art, vous faites un focus sur la charité romaine. Sur la charité romaine, avec un tableau que j'aime beaucoup. Ouais, qui est un tableau qui émerveille Tarek, qui est cette femme qui donne le sein à son père, mais aussi à ce qu'on pourrait imaginer être un prisonnier, qu'on pourrait imaginer être un homme qui a tout perdu, un homme qui est rejeté par la société, etc. Et donc pour Tarek, cette image mais de générosité absolue, c'est bien ça, c'est la charité romaine, mais c'est la générosité absolue
le bouleverse complètement. Et ce tableau le bouleverse. Et c'est très particulier d'avoir un homme qui n'a jamais été en lien avec la culture ou l'art, qui d'un coup se retrouve face à un tableau qui l'émeut, et il a conscience qu'il ne peut pas décrypter le tableau, il n'en a pas les clés, il n'a rien lu sur ce tableau, ni sur les autres tableaux, mais c'est un tableau qui va d'un coup faire partie de sa vie, réellement faire partie de sa vie. Et puis je suis assez intriguée, moi, par ce métier de gardien de musée, d'être celui qui est toujours là avec les œuvres d'art, qui a un accès extrêmement privilégié. Et c'est ce qui arrive à Tareck. Et il dit, lui en plus, il a quand même une particularité, c'est que cette Villa Albanie regorge d'œuvres d'art, mais il n'y a pas de public, elle est fermée au public. Donc en fait, il est gardien des tableaux, mais il est tout seul et il dit, au fond, je vais devenir moi-même une œuvre d'art. À la fin, je déambule au milieu des œuvres d'art. Lui, hein, il repart à voulait contre-cœur. rester. On ne dira pas pourquoi, mais en tout cas... On laissera les lecteurs découvrir. Tout à fait. Alors, juste, mais vraiment une anecdote mais quand même, ça m'intrigue. À un moment donné, au détour d'une page, vous parlez, alors je vais être honnête avec vous, je ne me souviens plus dans quel passage, je crois que c'est dans un moyen d'un transport en commun, d'un vieillard qui est désagréable avec sa canne, et vous y revenez plusieurs fois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Un vieillard qui shoot. Alors, c'est page 144. Je me suis... Dans le train romain, merci. Oui. Et je me suis dit, mais pourquoi tout d'un coup Pourquoi il y a ce... C'est une anecdote personnelle, ça, ou quoi? Non, parce que c'est un vieillard Parce que j'aimais bien cette idée d'urgence dans le train. Tout le monde veut arriver vite, tout le monde... Enfin, déjà, pour reprendre l'histoire, Tareck décide d'aller à la mer. Il est à Rome et il décide qu'il est temps d'aller à la mer. Il y a une vendeuse assez jolie qui le pousse à aller à la mer, et donc il décide d'aller à la mer, mais en vérité ça se passe très mal parce qu'il n'est pas habitué au loisir. C'est un ouvrier, c'est un homme qui a toujours travaillé, c'est un homme qui revient de loin, c'est un soldat, un berger, un ouvrier, etc. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude de prendre une journée pour lui. Ça ne fait pas partie de son équation à lui. Et puis il est... Alors ceux qui n'ont pas lu... découvriront pourquoi, mais Leïla ne sait pas qu'il est à Rome. Donc il y a quand même beaucoup il a le sentiment d'être extrêmement égoïste en faisant ce qu'il fait. Et donc il va à la mer, et le train, c'est toute une aventure pour lui. Et donc il est assez crispé en vérité dans ce train. Il y a plein de gens, le train s'arrête à un moment, on ne sait pas trop pourquoi. On croit savoir que quelqu'un s'est jeté sous les voies, mais on n'est pas sûr. Et il y a ses parents avec leur enfant, il y a la gamine qui passe, etc. Tout le monde est assez énervé, tout le monde crie, personne n'est content de cet arrêt. Tareck, lui, il s'en fiche, il n'est pas pressé d'arriver. Il dit la mer sera toujours là, et donc il s'en fiche. Et le vieil homme aussi s'en fiche. Et en quelque sorte, ils sont assez raccords, ces deux hommes. Dans le brouhaha général... Le vieillard est plus désagréable. Le vieillard est désagréable, mais c'est un type... Bien quand même. Moi, c'est un type de personnage que je peux tout à fait aimer et comprendre. Et donc, il est extrêmement méchant avec ces gens qui ne cessent de passer. Mais parce que c'est le train, et puis c'est le train italien, quoi. C'est tout le monde qui baisse les vitres, tout le monde qui veut donner son avis, tout le monde qui passe dans tous les côtés, etc. Mais ça pourrait être en Algérie, ce serait exactement pareil. On est très proches en termes... Voilà. Et donc, ce vieillard, pour moi, il symbolise vraiment ça. C'est un peu la main de Tareck. Ce que Tareck n'osera jamais faire, ce vieillard le fait. Ah oui, j'ai bien fait de vous poser la question. Alors, parlons de l'aspect politique. Tareck entre au FLN et puis se retrouvera à la... Il ne rentre pas vraiment au FLN. Il participe à la bataille d'Alger un peu par obligation. Il est recherché par la police, mais il ne fait pas partie du FLN. D'accord, pardonnez-moi. En revanche, ça j'en suis sûr, il se heurte à la fin de sa vie à la jeunesse qui, elle, a épousé une autre cause. L'intégrisme. Voilà, oui. Et d'ailleurs, la bataille d'Alger, le film est un peu en filigrane tout au long du roman. Pontecorvo est assez important dans ce livre-là. Oui, lui, il décide... La montée de l'islamisme lui fait très peur, et c'est la 3e guerre pour Tareck. C'est quand même la 3e guerre. Il a fait la 2e guerre mondiale, la guerre d'Algérie, et lui, tout de suite, perçoit que ce qui est en train de se passer va se transformer en guerre. Il fait partie de ceux qui, dès le départ, dit les choses ne vont pas s'améliorer, et pour autant, on a un peu d'espoir, parce que tout le monde a l'espoir que Boudiaf, donc, qui est un ancien grand chef de l'armée, du FLN, qui
vit au Maroc, qui est très éloigné de la vie politique, qui a été condamné à mort quand même au début de l'indépendance. L'Algérie l'a condamné à mort, qui a dû fuir l'Algérie, qui vit au Maroc depuis très longtemps. On est allé le chercher pour essayer de sortir de la crise liée aux montées de l'islamisme en Algérie. Tout le monde se dit que cet homme-là va sauver le pays. Il est assassiné au bout de 6 mois par un agent de sa garde rapproché, donc c'est extrêmement violent et le pays bascule complètement dans la guerre civile. Et Tarek très vite décide que cette guerre-là, elle va l'obliger à quitter la ville. Et la guerre, c'est une raison de revenir au village. Pour lui, c'est une raison valable. Et il sait qu'au village, il sera en sécurité. Il en a vraiment la conviction profonde. Là où Leïla, pour elle, le village est source de malheur et source de problèmes. Vous disiez tout à l'heure que Tarek restait discret, secret plutôt, sur son expérience de la guerre. Mais surtout, en vérité. Et surtout, effectivement, mais vous aussi, sur ce que vous avez vécu, vous devez avoir des souvenirs pas forcément... Pas mal. Ouais. Pas forcément très rose, mais noir pour utiliser le terme de décennie noire. Pourquoi ce silence? C'est indicible? Parce que moi, la guerre civile, en tout cas les années 90, en Algérie, on n'est toujours pas d'accord pour utiliser le mot de guerre civile. En tout cas, il n'y a pas un consensus pour dire guerre civile. Que vous utilisez, vous? Que j'utilise moi aujourd'hui assez simplement, mais ça a été tout un sujet de débat, à vrai dire. On peut l'appeler guerre civile, montée de l'islamisme, terrorisme, etc. Mais il n'en demeure pas moins que ça a été pendant 10 ans la guerre. Alors qu'elle soit civile ou autre, ça a été la guerre. Ouais. Pour ma part, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'être écrivain nécessite de prendre du recul. Que les textes écrits dans l'urgence ne sont pas toujours les meilleurs textes qu'on peut écrire. Le Chuchotement des anges, c'était un texte écrit, en tout cas au lendemain de la guerre civile, mais c'était très court. C'est un texte que j'ai mis beaucoup de temps à écrire. Ça se tenait dans une nouvelle. Moi, j'avais décidé, en tout cas ces 10 dernières années, de ne pas écrire sur ce sujet-là, ou alors simplement en filigrane. Au vent mauvais, je considère que c'est là où j'ai le plus vous abordez effectivement pris ce sujet-là. Alors, effectivement, c'est la dernière partie du roman, ce n'est pas tout le roman, mais je commence à le faire parce que 10 années sont passées, 15 années sont passées, et que je commence un peu à prendre du recul sur le sujet. Après, ça sera toujours évidemment plus facile pour moi d'écrire sur la Seconde Guerre mondiale que je n'ai pas vécue, ou sur la guerre d'Algérie que je n'ai pas vécue, que sur une guerre qui a été un tiers de ma vie tout de même. Parce que c'est trop douloureux, c'est ça? Parce qu'en fait, je n'ai rien de bien à en dire. Je ne dis pas que j'ai des choses bien à dire sur la Seconde Guerre mondiale ou sur la guerre d'Algérie, mais j'ai des histoires à raconter. L'histoire de Versailles ou la guerre d'Algérie, j'ai des histoires à raconter. Moi, j'ai aucune histoire à raconter sur la guerre civile, mais vraiment aucune. C'est-à-dire que si je réfléchis, là, tout de suite... Et en vous le disant, c'est faux ce que je vous dis. Il y a des histoires à raconter. Oui, mais c'est ce que à date, je pensais. Non, mais à date, il n'y en a aucune que j'ai envie de raconter. Il n'y a aucune... Où je me dirais, à part dire que c'était atroce, et en fait, ça ne suffit pas. Atroce ne suffit pas à faire un roman. Et est-ce que l'écriture peut servir de... Ça ne veut pas dire que dans 3 ans, je ne reviendrai pas vous voir avec un livre là-dessus. Mais vous avez absolument le droit. Mais je pense qu'il y a un recul qui est nécessaire, et que lorsqu'on a vécu les choses, ça ne donne pas toujours de très bons romans. Dans les années 90, beaucoup d'écrivains ont écrit dans l'urgence. On a appelé ça littérature d'urgence en Algérie. Ce qui n'est pas non plus formidable, parce que du coup, on a un peu catégorisé toute la production littéraire des années 90. Je pense par exemple à Meïs Sabé, qui est une écrivaine que j'aime beaucoup, moi, qui est publiée aux éditions de l'Aube, qui parfois a été mal lue dans les années 90 parce que c'était les années 90. Il y a des livres exceptionnels. Il y a des livres vraiment des années 90. Par exemple, L'Étoile d'Alger d'Aziz Chouaki, qui est publié chez Point. C'est un roman que j'adore, qui est un de mes romans préférés. Mais on a décidé que tout ce qui avait été publié dans les années 90 serait de la littérature d'urgence, qui donc serait une espèce de sous-littérature. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a eu une production de littérature d'urgence, mais on a pu voir la même chose en France. Au lendemain des attentats, on a vu une tonne de livres être publiés, à la fois du témoignage, de l'essai, etc. Moi, je suis assez hermétique à ce type d'ouvrages qui viennent très vite, qui racontent des choses parfois très mal écrites, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pépites au milieu de tout ça. Moi, j'avais fait le choix du silence longtemps sur ce sujet-là, parce que j'avais besoin moi-même de savoir ce que j'avais envie d'en dire. Les digues commençaient à sauter.
le sujet commence à revenir, ça viendra, mais en prenant Est-ce que son l'écriture temps. est un instrument de connaissance qui peut vous permettre justement d'analyser, de En tout découvrir? cas, l'écriture est un instrument d'analyse pour moi. Clairement, j'ai besoin d'écrire pour comprendre. Moi, je comprends très mal à l'oral. J'ai besoin de lire et d'écrire et de faire des schémas et de poser des plans, etc. pour comprendre. Après, je n'aime pas, à titre personnel, mais sans juger ce qu'on en fait, l'idée que l'écriture serait une espèce de thérapie. J'ai pas dit ça. Hein. Non, c'est moi qui le dis. Parce que j'ai trop conscience du fait, à la fois du prix du livre, du nombre de livres qui sont publiés, et du fait que quand un lecteur vient acheter mon livre, il s'attend à trouver un livre construit, écrit, structuré, etc., ou déstructuré parce que ce serait vendu, etc. Mais je ne suis pas certaine d'avoir envie d'obliger le lecteur à faire partie de ma propre thérapie. Il faudrait que ce soit, en tout cas, ça peut pas être le but final du livre. Et donc, si je le raconte, il faut que je sois moi assez solide pour le faire. Comment vos livres sont perçus en Algérie justement? Ils sont très bien accueillis parce que j'ai un éditeur sur place et ça change tout parce que du coup, le livre est publié en même temps en Algérie et en France. Moi, ça, j'y tiens beaucoup. Parce que dans les années 90, justement, j'ai souvenir de beaucoup d'écrivains algériens qui publiaient en France et qui ne pouvaient pas publier en Algérie. Mais je trouvais ça extrêmement injuste que des écrivains algériens écrivent sur l'Algérie et qu'en Algérie, on ne puisse pas lire leurs livres. Il y avait un truc qui me semblait complètement... Donc, je tiens beaucoup à avoir un éditeur sur place. Donc, Barzac est mon éditeur depuis le tout début. Il publie tous mes livres et mes livres sortent en même temps dans les deux pays. Et le rapport au lecteur, vous avez des lecteurs en face de vous. Des lectrices. Est-ce que... Oui, quand je parle... Ah oui, la fameuse écriture inclusive. Hein. Vous allez y arriver. Oui, je suis pas sûr, mais bon, c'est un autre débat. Alors, du coup, vous me troublez, et je ne sais plus ce que je voulais dire. Si, le rapport au lecteur et lectrice, est-ce que c'est quelque chose qui vous nourrit? Est-ce que c'est... Voilà, quel lien établissez-vous avec eux et elles? Moi, je trouve ça toujours extrêmement intéressant d'échanger avec des lecteurs et des lectrices. Mais vous savez que les lecteurs sont surtout des lectrices. Ah, oui, j'ai remarqué, oui, tout à fait. Les femmes lisent plus. Ou achètent plus, je ne sais pas. Oui, non, elles lisent et achètent plus, et j'en suis... Témoin. Oui, alors, je pense que j'essaie, quand j'écris, de ne pas penser au lecteur pour ne pas être pollué par des attentes ou par de possibles attentes d'un lectorat. Et en plus, pour moi, le lectorat est double. J'ai un lectorat en France et un lectorat en Algérie. Et ça, c'est un peu la complexité par moment, parce qu'il y a des choses qu'il faut expliquer pour un lectorat qui ne serait pas toujours familier de ce qui s'est passé en Algérie ou de la façon dont on vit en Algérie. Et pour autant, il ne faut pas trop expliquer, parce que le lectorat en Algérie va me dire c'est bon, on connaît. Tu vas pas me faire le Wikipédia de l'Algérie ou l'Algérie pour les nuls. Donc en fait, il faut quand même que je réussisse à mettre le curseur au bon endroit. Donc voilà, il faut penser au lecteur, mais ne pas être pollué par le lecteur. Après, moi, j'adore faire des rencontres en librairie, j'adore ça. Enfin là, j'étais à Pau hier, j'étais sur l'île d'Oléron avant-hier, je serai à Versailles la semaine prochaine. Ça, c'est toujours, je fais le tour de France des librairies, mais ça, c'est assez chouette. C'est plutôt la partie sympa du boulot. Très bien, bon, il y a des tas de choses dont on n'a pas parlé. On aurait pu parler de Frantz Fanon, on aurait pu parler... Je reviendrai. On aurait pu parler de Germaine Tillon, si vous voulez en parler, d'ailleurs, n'hésitez surtout pas. Mais avant de donner la parole au public, je voudrais boucler la boucle avec ce que vous disiez au début, à savoir l'adéquation entre le personnage de fiction et le personnage réel. Et on voit effectivement que Leïla, à la fin du livre, connaissant effectivement le livre qui a été écrit seul, essaie, par une espèce de dédoublement de personnalité, de se séparer au maximum de qui elle est, en fait. Oui, parce que Leïla, il faut comprendre elle considère que ce livre écrit par Saïd a pris sa place, que la Leïla du livre a pris sa place, qu'en écrivant, en nommant Leïla, ce personnage Leïla, en disant où elle habite, en décrivant son corps, ses cheveux, etc., son visage, elle a l'impression que ce personnage a pris sa place. Et que donc, elle dit à un moment, la Leïla du livre m'a tuée. Je n'existe plus, c'est cette Leïla qui a pris ma place, et donc qui je suis moi maintenant.
et ce sera pour toujours. Et le livre est plus fort que la personne. Le livre perdure. Quand la personne disparaît, le livre est toujours là. C'est quand même assez extraordinaire. Moi, je me dis toujours, mais on a un pouvoir incroyable, nous les écrivains. On a le pouvoir de Dieu parce qu'on a le pouvoir, et c'est pour ça que les livres font peur aux gens qui croient, parce qu'on a le pouvoir d'imaginer des personnes, de les créer de A à Z, d'imaginer des mondes, d'imaginer tous les destins que l'on souhaite. Donc on a un pouvoir extraordinaire. La question du livre, c'est est-ce qu'on a une responsabilité à hauteur de ce pouvoir ? Vous regardez ça de près quand, par exemple, alors je ne vais pas citer les auteurs, mais effectivement, vous avez des personnages des personnes transformées en personnages, qui portent plainte, qui essaient de faire interdire les livres. Vous avez... Oui, même les questions que pose Emmanuel Carrère, lui qui a fait de la vérité, son travail d'écriture. Moi, j'aime en plus beaucoup ce que fait Emmanuel Carrère. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Je pense que ça a été un long débat. Ça, depuis 3 mois, on ne cesse de me questionner là-dessus. Et puis moi, c'est une question que j'ai, à la Villa Médicis, c'est une question que j'ai posée le premier jour à l'ensemble des artistes, puisqu'on est 16 artistes, et je leur ai posé cette question-là. Est-ce que vous considérez qu'on a une liberté absolue de création, ou est-ce que vous considérez qu'on a une limite qui serait la vie privée des gens ? Et c'est une vraie question. Est-ce que, par exemple, si demain... Vous avez une vraie réponse ? Non, mais je voulais pas de réponse. Parce que, en fait, si j'ai 2 réponses, si vous voulez, oui et non. En tant qu'écrivaine, je ne veux pas qu'on restreigne ma liberté. Et en tant que petite fille de mes grands-parents, je considère qu'il aurait fallu respecter leur vie privée. Et c'est complètement contradictoire, mais c'est très bien que ce soit comme ça. La littérature mais est après, complexe. et elle est complexe. Mais après, moi, par exemple, il y a quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est pourquoi on a un tel attrait pour la vérité. Vous savez, les gens disent toujours, mais est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ? Et on aime que ce soit vrai. C'est toujours un peu plus excitant si c'est vrai. Vous voyez. Vous jouez là-dessus. Mais là je aussi. joue là-dessus. Mais moi-même, j'avais envie que les personnages portent le prénom de mes grands-parents. Et mes grands-parents étaient tout à fait d'accord avec ça. Et puis j'ai décidé que non, qu'il fallait s'empêcher de faire ça, parce que c'est une forme de voyeurisme. Vous voyez. Si je dis Alain Absire, vendredi soir, à la librairie Ombre Blanche de Toulouse, vêtu d'un costume bleu, et puis que je raconte toute une histoire en le nommant, en disant Alain Absire, c'est très différent de dire un homme même de le décrire physiquement. C'est très différent. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette espèce de voyeurisme du réel ? Moi, ça me fascine, vraiment, c'est une question qui me fascine. Emmanuel Carrère, on est bien embêté pour sa femme, mais en même temps, on lit des livres, on se dit, ah ouais, quand même. Et non, mais c'est vrai, il y a c'est le voyeurisme du fait divers. Quand on lit les faits divers, on se dit, ah mince, ah oui, il a égorgé son voisin, et puis il a volé le sac à main, et puis, d'accord, ok, c'est le fait réel. On aime le fait réel, et ça existe depuis toujours. Hein. Enfin, au XXe siècle, on est fasciné par le fait réel. Mais moi, il y avait une histoire qu'Emmanuel Carrère raconte. D'ailleurs, c'est Dickens qui publiait ses livres sous forme de feuilleton, vous savez. Et alors, il faut imaginer, c'est un peu comme aujourd'hui, je dirais, les nouveaux épisodes dans Netflix, mais en gros, les gens attendaient chaque semaine le nouvel épisode des livres de Dickens. Et puis, il y avait un personnage de naine assez extraordinaire, une méchante. C'était une coiffeuse épouvantable, très méchante, etc. Et Dickens, un jour, reçoit une lettre d'une femme qui est naine, coiffeuse. Et elle lui dit que depuis qu'il écrit sur ce personnage, sa vie est un enfer. Tout le monde l'a reconnue dans ce personnage, que tout le monde la déteste, que tout le monde parle d'elle, qu'on l'insulte, qu'elle n'a plus de clients, que tout le monde est persuadée qu'elle a inspiré ce personnage-là. Et elle lui dit, ma vie est devenue une tragédie à cause de vous, monsieur l'écrivain. Et que fait Dickens ? Il transforme le personnage. La semaine d'après, la coiffeuse est extrêmement gentille, elle devient un personnage positif. Et on se dit, et moi au fond je me dis, mais c'est incroyable, parce que ce grand écrivain décide que la vie d'une coiffeuse naine dans un petit patelin d'Angleterre est plus importante que ce qu'il est en train de produire. Et au final, on peut se dire que quand même, il y a là une leçon de bienveillance qui est assez inspirante en tant qu'artiste. Et de littérature aussi, puisqu'il a su en faire son miel, malgré tout. Totalement. Mon micro n'a pas de fil, donc poser des questions. Donc, par voyeurisme, mais je ne sais pas si vous allez me répondre, qui est cet écrivain ? Non, en fait, je m'étais promis une chose quand j'ai écrit le livre, c'est de ne jamais donner le nom de l'écrivain et de ne jamais le citer, parce que, par ailleurs, c'est un écrivain que j'aime beaucoup, et je ne voulais pas recréer une espèce de... Alors, il est mort et tout, mais sa femme, ses enfants sont vivants,
Et je ne voulais pas recréer ce qu'il avait créé. Donc j'avais décidé que je ne donnerais pas son nom, même si il y a non mais il y a plein d'indices et on peut les trouver. Le timbre, etc. Monsieur. Oui, bonsoir. Je voulais vous poser une question sur vos influences, en fait, parce que quand j'ai lu le résumé de votre roman, j'ai pensé à Leila Slimani, dont le dernier roman parle d'une fresque historique qui se passe durant le protectorat marocain, justement. Et votre roman ressemble un peu à une fresque historique, justement, familiale un peu. Voilà. Et il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à un débat entre des chercheurs français et algériens sur la figure d'Albert Camus en Algérie. Alors c'était très intéressant parce que... ça doit être bien clivant. Ah, tout à fait, tout à fait. Il y a eu un débat assez intéressant. Il disait que, en fait, comment dire, ce qu'il reprochait à Albert Camus, c'est de ne pas voir d'arabe dans ses romans. Or, pour moi, ils oubliaient que Albert Camus a été aussi journaliste. Et Misère de la Kabylie. Exactement, voilà. Et où il parlait justement des Arabes, de la Kabylie, de la misère en Kabylie. Et donc, moi, je me posais la question, qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Qu'est-ce que vous pensez d'Albert Camus? Quelles étaient vos influences? Merci. Alors, j'ai pas lu le livre de Leila, qui est une autrice que j'aime beaucoup par ailleurs. En tout cas, les fresques historiques, je ne l'ai pas inventé, personne. Enfin, il y en a énormément, donc c'est un genre qui existe. Je nommerai pas ça fresque historique pour le coup. C'est vraiment, ouais, c'est plus une fresque romanesque ou familiale que historique. Et puis il est vraiment structuré en deux parties, c'est-à-dire il est vraiment au niveau de deux personnages. Saïd est en filigrane, les autres personnages sont filigranes, mais c'est vraiment un premier chapitre qui s'appelle Tarek et un deuxième chapitre qui s'appelle Leila. Sur Camus, c'est intéressant ce que vous dites. Moi, Misère de Kabylie, je l'ai relu pour écrire mon livre parce que, alors Misère de Kabylie, c'est une série d'articles, qui est un grand reportage qu'Albert Camus a écrit au milieu du XXe siècle, un peu avant la Seconde Guerre mondiale, qui a eu énormément, qui a fait beaucoup de bruit en Algérie, qui a été pas très bien reçu par une partie de l'extrême droite. Mais Albert Camus a vraiment fait un travail extraordinaire parce qu'il est parti en reportage dans tous les petits villages de l'Est du pays pour réellement documenter la misère que touchaient ces villages. Et donc j'ai relu tout ce reportage quand j'écrivais ce livre. Je pense que Camus est assez, à vrai dire, est assez mal lu. Hein. On a lu L'Étranger, souvent c'est arrêté à l'étranger dans beaucoup de pays par ailleurs. On n'a pas lu Le Dernier Homme, on n'a pas beaucoup lu ses journaux, on les a un peu oubliés, ses carnets, etc. Quand j'ai écrit Nos richesses, je me suis beaucoup intéressée à Camus, à son œuvre, à son texte et son engagement, à vrai dire. Cette question politique, il n'a eu de cesse de le poursuivre. Moi, c'était une question qui forcément m'intéressait parce qu'en fait, si on revient un siècle en arrière, moi je suis du côté des Arabes et je suis pas du côté. Enfin, je suis fille d'indigène et petite fille d'indigène. Je suis pas fille de française. C'est un reproche qu'on a beaucoup fait, par exemple, à Edmond Charlot, son éditeur, de ne pas avoir publié des Algériens. Au moment où au Seuil, on publie Mohamed Dib, Kateb Yassine, on les publie, mais en Algérie, on ne les publie pas. Edmond Charlot avait dit, mais en fait, je ne les connaissais pas, on ne se mélangeait pas. La réalité, c'est que on ne se fréquentait pas. Je pense qu'il en était un peu de même pour Camus, même s'il venait d'un milieu social extrêmement défavorisé. Mais moi, cette question politique de Camus, j'ai réussi finalement à tout pardonner, entre guillemets, parce qu'il y a une phrase de Camus qui me fait aimer Camus, qui me fait vraiment aimer Camus. J'aime tout ce qu'il écrit, mais il y a une phrase, vraiment une seule phrase qui me permet de lui accorder toute la bienveillance du monde. C'est dans la biographie de Jean Sénac, qui était un peu son fils adoptif, qui est un poète français, né en Algérie, qui était vraiment comme le fils adoptif de Camus. Et tous les deux, et Sénac a cette phrase, entre mon père et l'Algérie, moi je choisis l'Algérie. Quand Camus disait entre ma mère et votre justice, je choisis ma mère. Et Sénac raconte, et c'est très peu connu, qu'un jour il va voir Camus dans son bureau chez Gallimard. Ils ont une énorme dispute tous les deux. Sur la question de l'Algérie. Il appelle Camus à s'engager sur la répression qui sévit en Algérie. Et Camus et lui se disputent. Et puis Sénac sort et claque la porte et part furieux. Et il lui dit, en fait, c'est fini, on ne pourra plus discuter parce que la discussion n'est plus possible entre nous. Il s'en va.
Et Camus dit à sa secrétaire, et si ce petit avait raison? Et je trouve que dans cette question, dans ce doute, dans ce moment vraiment de doute, moi je vois dans Camus tout le génie de cet homme et de cet écrivain. Et j'ai écrit un texte pour le 1 hebdo où je disais, moi j'ai préféré Camus à Sartre parce qu'on a essayé de me faire aimer Sartre. J'ai préféré Camus à Sartre parce que je vois dans cette question-là, dans ce doute-là, tout ce qu'a été cet homme et tout ce que ça a été comme blessure que l'Algérie. Ce qui ne remet pas en question absolument les blessures des Algériens ou des Français, ce n'est pas la question. Mais je pense que c'était un écrivain, ce n'était pas un homme politique, ce n'était pas un président, ce n'était pas un ministre, ce n'était pas un commissaire de police, c'était un écrivain. Et un écrivain qui doute, pour moi, sera toujours un grand écrivain. Voilà. Merci. Bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est de poursuivre le dialogue de manière plus intime autour des livres à dédicacer. Merci beaucoup. Merci d'être là un vendredi soir. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci. C'était Kauter Adimi à la librairie Ombre Blanche, vendredi 28 octobre 2022, pour la publication au Seuil Édition de son dernier roman Au vent mauvais. La rencontre que vous venez d'écouter a été réalisée et mise en onde par Radio Radio.